Bonjour, bienvenue sur FNRS TV, une interview consacrée aux addictions. C'est un sujet qu'on va développer avec vous, Elisa Schroeder. Bonjour. Bonjour. Elisa, vous travaillez au laboratoire de psychologie médicale de l'ULB grâce à une bourse Fresh, le Fonds pour la recherche en sciences humaines, un fonds spécialisé du FNRS, et vous étudiez les possibilités de rééducation cognitive des sujets dépendants à l'alcool. Alors, avant d'en arriver à ces pistes de sevrage, un mot peut-être sur l'addiction. Qu'est-ce qu'une addiction et qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour qu'on devienne accro? Alors, il y a la définition psychiatrique, psychologique de l'addiction, et donc là, il est question d'un comportement de consommation qui a des conséquences délétères pour l'individu, dont l'individu est conscient, mais il va maintenir ce comportement en dépit des conséquences négatives. Donc il y a une perte de contrôle par rapport à ce comportement spécifiquement. On remarque quand même souvent, et c'est un côté un petit peu rageant, qu'on devient accro à des éléments plutôt nocifs, je pense à l'alcool, la cigarette, la cocaïne, voire même le chocolat, et pas gentiment à la salade, aux fraises, à l'eau claire. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement accro à des choses qui sont nocives pour nous, mais on est accro à ce qui active notre circuit de récompense. Alors on pense qu'au niveau évolutif, pour parler du chocolat par exemple, c'est aussi simplement parce qu'on avait plutôt intérêt, il y a des dizaines de milliers d'années, à être plus attiré vers des nourritures qui étaient plus caloriques. Maintenant, en réalité, il n'y a rien qui vous empêcherait en fait, d'être accro à la salade. Vous pourriez être vraiment dans une volonté d'avoir des comportements ultra sains pour votre corps, au point que ça en deviendrait problématique. Par exemple, au niveau familial, au niveau de vos relations sociales, etc. Et alors, à ce moment-là, on pourrait, d'une certaine manière, parler d'un point de vue psychiatrique d'une addiction. Évidemment, c'est moins automatique que le gras, l'héroïne, la cocaïne et ce genre de choses, mais c'est théoriquement possible. Alors, est-ce qu'on est tous égaux face à une addiction? Il me semble qu'il y a quand même des seuils de tolérance, de sensibilité différents d'un individu à l'autre. Il y a ceux qui vont résister malgré des entraînements intensifs à l'alcool et ceux qui vont plonger dans l'alcoolisme assez rapidement. C'est exact. Donc, on n'est effectivement absolument pas égaux par rapport à ça. Alors, chez l'humain, les chiffres sont un petit peu difficiles à définir parce que c'est des choses qu'on a évidemment du mal à tester d'une manière scientifique, on va dire. Par contre, il y a eu des expériences très intéressantes qui ont été faites chez les rats et c'est juste pour vous donner une idée. Quand on donne de la cocaïne à plein de rats, les rats adorent la cocaïne, ils la consomment vraiment frénétiquement parce qu'en plus chez eux c'est pas mal vu socialement, on voit que seulement environ une vingtaine de % des rats sont addicts. Donc manifestement chez tous les mammifères et en fait chez les humains aussi. Pas de la même façon. Absolument pas. Tout le monde ne devient pas addict de la même manière. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une différence en fonction du genre? Les femmes ou les hommes deviennent plus facilement accros? Il y en a une effectivement. Donc c'est un phénomène qui touche beaucoup plus les hommes que les femmes, mais c'est souvent le cas en psychiatrie. Et alors ça dépend de quelle pathologie on parle. Par exemple, la dépression atteint beaucoup plus les femmes que les hommes, tandis que les addictions, les troubles psychotiques vont avoir tendance à plus atteindre, c'est un mot plus exact, les hommes que les femmes. Alors vous, votre recherche consiste davantage à mettre en avant des solutions, ce qui veut dire que quand on est accro, on n'est pas foutu. En quoi consiste alors le processus du sevrage au niveau du cerveau? Donc au niveau du sevrage en tant que tel, on entend souvent ce terme-là quand on parle du sevrage physique, c'est-à-dire vraiment se débarrasser de la substance au niveau du corps. Et en fait, ça c'est quelque chose qui se fait relativement vite. Par exemple, l'alcool, c'est 3 semaines environ de sevrage. Donc on comprend bien qu'en fait, dans une addiction, que ce soit cigarette, alcool ou des drogues plus dures, type héroïne ou cocaïne, en général, c'est pas là que se trouve l'enjeu. C'est très difficile, les gens sont mis à mal, mais avec un suivi médical, ils s'en sortent bien. La question, c'est ce qui se passe après. Parce que le cerveau a été complètement modifié par l'addiction au niveau cérébral, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué d'en revenir. Mais il y a des techniques qui permettent d'agir au niveau du cerveau? C'est ce qu'on essaye de développer. Moi, personnellement, je m'intéresse à 2 techniques en particulier. Une technique qui est vraiment de la neurorevalidation au sens tout à fait neurologique du terme. On fait du drill, on essaye d'entraîner les fonctions qui sont problématiques chez les personnes qui sont addictes. Et alors, il existe un autre type de technique qu'on essaye de développer, qui sont les techniques de neuromodulation. Et là, c'est modifier la capacité du cerveau, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le cerveau apprennent à s'activer différemment ou plus vite ou moins vite en fonction de ce qu'on essaye de faire. Donc on comprend que l'addiction est vraiment un phénomène physique qui se joue au niveau du cerveau et du coup quelle est encore la part de bonne volonté, la part de motivation dans des processus de résistance et puis de sevrage? Elle est absolument essentielle, absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas de motivation, il n'y a absolument rien qui peut se faire, parce que c'est très dur. Par contre, le cerveau a été modifié, donc les capacités de fonctionnement des gens ne sont pas les mêmes, et donc ils n'ont plus toute leur capacité de contrôle par rapport à
l'addiction, donc que ce soit l'alcool ou autre chose, ils ne sont plus en mesure de se retenir de consommer. C'est dans ce cadre-là qu'on comprend qu'ils ont beau être extrêmement motivés, eh bien ce n'est pas toujours suffisant que pour contrer ce qui se passe au niveau cérébral. Pour certaines personnes, ça suffira. Pour d'autres, la rechute guette. Est-ce que la rechute, elle guette le patient toute sa vie? Et à nouveau, est-ce qu'on est tous égaux quand on essaye de se sevrer et quand on essaye de résister? Alors, je n'aime pas dire que la rechute guette le patient toute sa vie, parce qu'en réalité, on n'en sait rien. C'est quelque chose qui est très difficile à mesurer, et puis c'est très démotivant aussi. Alors, on n'est absolument pas tous égaux par rapport à ça non plus. Donc, à nouveau, on les voit, les personnes qui vont passer dans les services de désintoxication. Il y a des personnes qui viennent, qui font le sevrage, qui est donc le sevrage physique, qui sortent et on ne les voit plus. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont revenir 5, 6 fois. Par rapport à ça, il y a différentes choses qui jouent. Il y a votre neuroplasticité, donc éventuellement votre âge, votre niveau d'éducation qui aide aussi au niveau de la plasticité. Et alors bien sûr, il y a les aspects d'entourage social. On l'a dit, Elisa, vous êtes une boursière fraîche en fonds spécialisé du FNRS. Est-ce qu'à l'aube d'une carrière scientifique, ça peut être un tremplin? En tout cas, c'est nécessaire de passer par là, ça c'est certain. Nécessaire mais pas suffisant. Voilà, exactement. Donc la question du tremplin, c'est encore vraiment trop tôt pour moi pour vous dire ça, d'autant que les possibilités de suivi d'une carrière dans la recherche, que ce soit le postdoc au FNRS ou à l'étranger, ça devient de plus en plus difficile à obtenir. Maintenant, ce qui est certain, c'est que le FRESH m'a surtout permis de travailler justement au plus près des patients, dans un style de recherche que moi je vais qualifier avec des gros guillemets d'appliqué, mais donc vraiment d'être au contact du terrain et de m'offrir cette liberté-là. Donc le FNRS et le FRESH en particulier m'a vraiment permis d'ouvrir mes horizons sur ce que j'avais envie de faire et surtout de le faire avec une liberté pratiquement complète, quoi. Je vous remercie Elisa pour cet échange et je vous remercie tous de nous avoir suivis. On se retrouve également sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet fnrs.be. À bientôt.